prendre connaissance de l'histoire de Jacqueline Stark, ma mère, soit à travers le livre que j'ai écrit en collaboration avec Philippe Bittier, soit à travers mes témoignages. En décembre 2005, maman découvre une petite grosseur au sein gauche. Je m'en réfère immédiatement à une amie gynécologue qui m'explique les examens effectués très rapidement. D'après les éléments que je lui transmets, il semble évident qu'il s'agit d'un cancer débutant. Je rapporte à maman le diagnostic de la gynéco le jour même, qui semble accepter une hospitalisation rapide. Mais quelques jours plus tard, elle se rétracte. Son ostéopathe, Luc D., qui vient à domicile depuis plusieurs années pour d'autres ennuis de santé, lui a déconseillé l'hospitalisation. Pour lui, sa grosseur au sein est juste la manifestation d'un conflit qu'il faut résoudre. Cela fait 10 ans qu'il vient chez maman, c'est donc un ami de la famille, elle lui fait confiance. 10 ans que je m'oppose à cet ostéopathe. Il tient un discours paradoxal qui relève plus de la psychanalyse que de la kinésithérapie. Pour lui, les relations familiales sont une source intarissable de conflits à l'origine des douleurs physiques de maman. Je m'inquiète pour elle et souhaite une hospitalisation, mais elle veut du temps et déterminer s'il y a une possibilité de la soigner éventuellement autrement que par des traitements lourds. Elle me rassure, si la grosseur croît, elle n'hésitera pas un instant à faire les examens préconisés par un gynécologue. En février 2006, par le biais d'une vétérinaire homéopathe, elle entre en contact avec Madame Manette B, une thérapeute, qui fait des miracles, paraît-il. Dans un premier temps, je pense que cette dame est aussi docteur. Maman me parle de diagnostic, de traitement, d'homéopathie. Cette dame travaille en collaboration avec Jean-Marie V. À deux, il la traite par téléphone. 2 docteurs homéopathes, qui la suivent également depuis plusieurs mois, lui fournissent des granules, dont certains il refuse de donner la proposition, mais qui sont censés augmenter ses défenses naturelles et diminuer la grosseur au sein progressivement. 5 personnes s'occupent donc de maman, et tous tiennent un discours identique. À l'origine du mal, le conflit qu'il faut résoudre. Chacun s'attelle à une tâche. L'ostéopathe effectue les drainages lymphatiques et travaille les constellations familiales. Yannick B prescrit de l'homéopathie, fait des études géobiologiques de la maison. Jean-Marie V remonte les énergies, cherche la magie à l'origine du mal. Tous pratiquent la kinésiologie, recommandent les fleurs de Bach, prescrivent des granules homéopathiques et autres. Autour de ces thérapeutes, médecins et ostéopathes réguliers, gravitent un tas d'autres thérapeutes occasionnels. Thérapeutes en naturopathie, psychogénéalogie, iridologie, énergie des chakras, etc. Si je m'oppose à leur idée qui m'apparaissent totalement absurdes, je ne m'inquiète pas outre mesure à ce stade-ci. Après tout, maman entre les mains de professionnels, entourés de docteurs, de références médicales. Quelques mois plus tard, je découvre le sein de maman complètement abîmé. Pour la convaincre de une hospitalisation, j'use d'éléments concrets et pragmatiques, mais elle s'y oppose complètement. Usant d'arguments qui m'apparaissent ahurissants et totalement infondés. Si elle souffre, c'est le corps qui se répare. Elle saigne, c'est le mal qui s'échappe. Du pus s'écoule de la plaie, la fièvre augmente, la tumeur prend du volume, c'est un processus qui mène à la guérison. Toute manifestation physique qui, en médecine traditionnelle, on associe à une aggravation évidente de la maladie, devient au contraire pour maman le signe d'une rémission. Je m'interroge sur ces explications enchevêtrées qui m'apparaissent ahurissantes, tantôt philosophiques, tantôt spirituelles, parfois médicales, souvent pseudo-scientifiques. Les propos que maman me tient et qui devraient tendre à m'éclairer m'embrouillent complètement. J'ai l'impression insolite de me trouver face à un ennemi dont je ne connais absolument rien. Tout ce qui fait partie du cadre de référence logique et qui nous a enseigné depuis notre enfance est rejeté et détourné, ce qui rend impossible toute discussion et tout dialogue concret. Le choix n'est pas discutable. Soit les liens sont rompus, parce que je m'oppose à maman, soit je tente de comprendre. Son état se dégrade, ça empire. Il se met à saigner. À la place du sein, il y a un trou béant d'une vingtaine de centimètres, purulent. Une odeur fétide s'en dégage. Son bras gonfle, à un tel point qu'elle ne peut plus bouger. Il devient mauve violacé, la peau craquelle, elle se met à saigner sur tout le bras. L'autre sein prend du volume. Des ganglions constellent son cou. Le thorax devient mauve violacé. Elle a une oppression respiratoire qui l'empêche progressivement de respirer.
Elle a des difficultés tout simplement pour bouger. Parmi ses nombreuses annotations, parce que maman tenait des agendas, maman a écrit ceci 3 mois juste avant son décès. Tellement mal, tellement malade. La nuit entière, je fixe les murs à subir cette douleur qui ne me laisse aucun répit. Le sein, ce qu'il en reste, sointe. Mon bras encore gonflé. Impression qu'il va exploser d'une minute à l'autre. Brûlure partout, tout le corps, à devenir folle. Je sais à peine encore respirer. J'ai peur, tout mon être a envie de hurler. Je retiens mes pleurs, je tremble. Impression de mourir. Jean-Marie V, donc son thérapeute, m'a dit « Ça ne va pas, ça, Madame Stark. Je vous laisse en phase de guérison il y a 2 jours et je vous retrouve juste après, aussi bas dans votre énergie de vie. Il y a en vous un besoin de se sacrifier. Vous êtes brimé depuis votre naissance, votre mère vous détestait, laissez exploser vos colères, votre mari est un tortionnaire, quittez-le, je vous l'ai dit, et votre fille aussi. » Je ne suis arrivée à convaincre maman d'une hospitalisation que bien trop tard. Cela lui a juste permis de se rendre compte, grâce aux résultats de la biopsie, qui indiquait un cancer, que les thérapeutes et les médecins qui l'entouraient l'avaient complètement leurré. Maman est morte dans des souffrances effroyables, sans aucun médicament. Ces tortionnaires lui ont emmené un épilogue incompréhensible pour moi. J'avais tenté en vain d'alarmer les forces de l'ordre, qui se sont dit impuissants devant le cas. J'avais aussi appelé la clinique ou les hôpitaux, qui pareillement n'ont pas pu réagir. J'étais donc seule face à, comme je le disais, l'ennemi inconnu. À la base de cette dérive, il y a ma mère, qui au-delà des apparences était en quête de guérison et prête à tout, même à souffrir le martyre pour y arriver. Parce que c'est ce que font croire ces voleurs de chimères, qu'au bout du chemin sur lequel ils la menaient, après la douleur, il y avait la guérison. Des maîtres de l'illusion, qui jouent avec la mort et la vie, comme d'autres participent à des jeux de hasard. Ils ont détourné ma mère de la vie en usant et abusant de moments songés. Il ne s'agissait pas d'un choix délibéré de s'orienter vers de nouvelles techniques en sachant les risques éventuels encourus. Non, absolument pas. Elle a été trompée, abusée, et c'est ce qui rend le deuil de ceux qui restent particulièrement pénible. Lors de mes investigations, j'ai rencontré ce que je nomme les bourreaux de ma mère. Tous, sans exception, sont convaincus de l'avoir menée sur le bon chemin. Selon eux, c'était son choix, son destin, sa liberté. Elle est morte libre, m'a dit l'ostéopathe, en ajoutant que de toute façon, une hospitalisation n'aurait rien changé. Jacqueline, selon lui, ne souhaitait pas suffisamment résoudre son conflit. Nanette B, l'autre thérapeute, m'a affirmé que cette pauvre femme, qui avait énormément souffert, avait résolu son conflit selon elle, mais que le corps ayant trop trinqué, la mort était inéluctable. Elle a précisé que désormais son corps astral était lumineux et que là où elle était, elle revivait une vie nouvelle. Jean-Marie V, atteint d'une tumeur au cerveau, tenait pour ma mère responsable de son cancer. Son énergie négative était trop forte. J'ai tout pris et tout encaissé, m'a-t-il dit peu avant de mourir, en n'oubliant pas d'indiquer que Jacqueline lui était redevable d'une très grosse somme d'argent. Il n'a pas eu honte de m'avouer qu'il se faisait traiter, lui par contre, dans un des meilleurs hôpitaux. Pour tous les autres thérapeutes, c'est en invoquant une tumeur au sein que je me suis présentée à eux, sous un faux prétexte, un faux nom, une fausse identité. Les géobiologues qui étaient venus chez ma mère pour énoncer qu'il n'y avait aucune présence de cancer dans son appartement sont venus à mon domicile personnel. Ils ont trouvé une âme errante, une source d'énergie ressourçante au milieu de mon salon et bien d'autres. La source d'énergie ressourçante était exactement au même endroit que Nanette B, l'autre thérapeute, avait analysé elle comme étant une source d'énergie à tel point négative qu'il fallait que je déménage. Une troisième géobiologue s'est montrée plus générale. Les meubles étaient lourdement chargés de négatifs, ils étaient à changer. Mais si des cristaux, qu'elle vend bien évidemment par Internet, y étaient déposés, la charge négative était annulée pour une période. Anti-cancer d'après elle garantie. Joël Duchemin, thérapeute en psychogénéalogie et autres, qui avait décelé à l'origine du conflit chez maman une mère abusive et haineuse, a décelé chez moi une jumelle évacuée intra-hétéro. Ce qui impliquerait dans mon cas une peur profonde mais inconsciente de la mort, ceci étant à l'origine de mon prétendu cancer.
Pour contrecarrer l'hérédité, il suffisait que j'écrive des lettres à mes aïeux, décédés, en respectant des couleurs, des dates, sous peine sinon de rompre la chaîne, tout en récitant une prière journalière. Le Gros, une dame fluette d'une 60aine d'années, qui sévit près de Lyon, a pratiqué un désenvoûtement à l'aide de cristaux et d'encens. Des dizaines d'âmes maléfiques étaient accrochées à mes chakras écorchés. Plus de 2 heures ont été consacrées à me convaincre que la radiologie et la chimio, ça tuait les gens et qu'il fallait que je l'évite. Les radiations se répercutaient même sur les personnes saines qui étaient en leur contact. En clair, il fallait selon elles les rassembler dans des centres pendant de longs mois pour qu'ils ne contaminent pas les bien portants. Josie Krummer, conférencière, m'a elle conseillé de ne pas résoudre le conflit, ce qui stabiliserait la masse cancéreuse. Et surtout d'éviter prise de sang et mammographie qui mènerait les médecins incompétents et abusifs à me prescrire chimio et radio après avoir charcuté la partie concernée, vivement déconseillée d'après elle si on veut survivre. Pour information, cette dame n'a aucune formation ni scientifique ni médicale, à part le fait qu'elle était mariée à un médecin spécialiste en biologie totale. Elle écrit des bouquins, fait des conférences, j'ai participé à plusieurs de ces conférences, et lors d'un stage, elle demandait 500 € pour un week-end. À chaque stage, il y a une centaine de personnes, majoritairement des femmes, qu'elle traite de salopes en leur adressant la parole. Et elle fait référence aux études du Dr Hammer en expliquant aussi que nous avons des traits communs avec les animaux. Et donc, si les femmes ont des cystites, c'est parce qu'elles veulent marquer leur territoire et ont un problème avec leur belle-mère. Si on a la maladie de Parkinson, c'est parce qu'on a un grand-père qui est décédé à l'époque de la guerre et qui avait peur de tomber dans les tranchées. Et donc, évidemment, vu que c'est un aïeul, ça se reporte sur nous. Et donc, il suffit de dire au cerveau qu'on veut marcher pour qu'on marche. Le cancer, c'est pareil. Et donc, elle se dit elle-même atteinte de 2 cancers au niveau de l'utérus. Et elle ne veut aucun cas les a enlevés puisque ce sont des fournisseurs d'énergie. Donc elle les garde précieusement. Voilà, Jean-Jacques Crèvecoeur, Gérard Attias et autres médecins scientifiques, pseudo-scientifiques ou rien du tout, exerçant en Belgique ont tenu des propos identiques. Une plainte concernant le problème de maman a été déposée contre les 3 thérapeutes de Jacqueline, l'ostéopathe, Daniel B et Jean-Marie V. Contre les médecins, je n'ai rien pu faire, je n'avais aucun élément probant. Le processus judiciaire se révèle pénible, et si bon nombre de proches de victimes ne s'y résolvent pas, ce n'est vraiment pas par lâcheté, mais parce qu'ils ont le droit de vivre leur peine dans le respect qui est le leur. Déposer une plainte, c'est se positionner en coupable, c'est devoir se justifier devant la justice, se justifier devant les autres, et espérer qu'ils comprennent ce que nous-mêmes nous avons du mal à comprendre. Apporter des preuves, des éléments probants, qui étaient nos accusations, mais dont la plupart des proches sont malheureusement dépourvus. 2 procès sont en cours actuellement. Un en Belgique. Marie Chomers est décédée il y a quelques années. Son thérapeute Louis Vliegen, relais de Claude Sabat et de la biologie totale, est accusé de non-assistance à personne en danger, d'escroquerie et de pratique illégale de la médecine. Il exerce toujours en tant qu'assistant social dans un centre psychiatrique. Il y a un second procès en Italie. Manuela, elle est décédée en 2008. Un psychiatre, Danilo Teneguzzi, est accusé d'homicide volontaire. Praticien en gestalthérapie, il est aussi l'administrateur de l'association ALBA, qui se voulait jusqu'il y a 2-3 ans le relais de Reich Hammer et de sa médecine nouvelle germanique. Les 2 prévenus ont établi une défense identique et soutiennent avoir tenté de convaincre leurs patientes, qui étaient dans le déni, d'un traitement classique. Selon eux, ils n'ont jamais prétendu soigner le cancer et ne proposent à leur clientèle qu'un accompagnement psychologique des cancéreux. Des ténors du barreau défendent les prévenus. Il faut relever que pour avoir assisté aux plaidoiries, ces avocats essayent de rejeter la faute sur les familles en les accusant de ne pas avoir suffisamment été attentifs à leurs proches, de ne pas être intervenus. Un jeu pervers que les proches des victimes ont beaucoup de mal à assumer. Mais les enquêteurs se sont avoués complètement désarmés devant de tels propos. Vous comprenez, on n'est pas médecin, ces affirmations sont peut-être exactes, mais tout confiait-il le soir même, après l'interrogatoire. Un des thérapeutes, Jean-Marie V, celui dont je possédais le plus d'éléments à charge, est décédé de sa tumeur au printemps.
Les poursuites à son encontre sont donc interrompues. L'ostéopathe continue à exercer à Bruxelles et Nanette B en France, dans le Périgord. D'autres victimes tombent sous leur joug sans que la justice pour l'instant n'intervienne. Faute d'éléments, de temps peut-être aussi, ou de volonté de la part du magistrat en charge, aucune commission rogatoire n'a encore été ordonnée. Face à ces difficultés, on comprend mieux les raisons qui poussent les familles des victimes à se taire, parce qu'à tout cela, il faut aussi préciser qu'un procès requiert bien évidemment une implication financière particulièrement lourde et une issue incertaine. Pour rappel, Raek Hammer a été condamné à plusieurs reprises et définitivement par la Cour d'appel de Chambéry en 2004. Néanmoins, cela ne l'empêche nullement de persévérer. Exilé en Norvège où il a créé son université, il continue à faire des émules. Son acolyte, Madame Sixt, condamnée elle aussi par le tribunal de Chambéry, exerce encore. En Italie principalement, où elle collabore avec des groupes de médecins, et en France, bien entendu. C'est caché dans un minuscule appartement au centre des Lyons qu'elle reçoit sa clientèle. En me faisant passer pour une malade atteinte d'un cancer du sein, elle a accepté de me recevoir. J'ai emporté avec moi un scanner d'une personne saine et une mammographie d'une malade atteinte d'une tumeur de plusieurs centimètres qui nécessite l'ablation urgente. À la lecture de la mammographie, Sixt affirme que le sein est guéri. Il ne faut pas le toucher, c'est stabilisé, rien faire, me dit-elle. À ma demande de réaliser un contrôle sanguin pour une éventuelle vérification, elle m'enjoint là aussi à ne rien faire. Il recherche les marqueurs tumoraux. Ça ne sert à rien, c'est guéri, le cancer, ce n'est pas une maladie. Sur le scanner cérébral, où il n'y a rien, elle diagnostique, elle, une atteinte des reins. L'eau retenue dans le collecteur des reins ferait grossir le sein. Traitement, découvrir le conflit de l'eau et oublier le mari responsable de tous les maux. Sixt sait qu'à travers elle, la justice tente d'attraper Hammer. Cela ne l'empêche pas de le rencontrer en Norvège, plusieurs fois par an, en portant sous son bras des scanners qu'il pourra déchiffrer. Ils ne parlent pas la même langue, ne se comprennent pas, mais peu importe. Leur objectif est le même, répandre la médecine nouvelle germanique et dénoncer la supercherie du sida, le lobby pharmaceutique, etc. Un élément les oppose toutefois, un seul. Sixt regrette que Hammer, trop fière, exige le copyright de toutes ses découvertes. D'après elle, c'est ce qui provoque des tensions au sein du groupe. L'Italie, pays privilégié des sectes, a vu s'ouvrir une académie de musique selon la méthode Hammer. Une jeune pianiste a découvert qu'à travers les partitions, on relevait la seconde loi biologique de la médecine nouvelle germanique. Pour la seconder dans sa promotion, le staff entier de Raek Hammer, qui se réjouit de cette nouvelle ouverture, et bien évidemment Sixt, qui enchaîne conférence après conférence pour promotionner l'académie. Tous les moyens sont bons pour recruter des patients et des adeptes. La lutte face à cette dérive semble un combat perdu d'avance, d'autant que des pressions et des menaces sont exercées sur les personnes qui les dérangent. L'enjeu lucratif est trop élevé que pour permettre à quiconque d'enrayer le mécanisme de progression. Les médias eux-mêmes sont en position difficile. Certains, incultes face à la problématique sectaire, tombent dans le piège de leurs titres pompeux et leur apparence scientifique que les améristes se plaisent à véhiculer. Ainsi, une journaliste, lors d'un reportage sur les controverses de la vaccination, a cité, en tant qu'expert scientifique médical, Jean-Jacques Crèvecoeur. Un Belge émigré au Canada, qui en plus de se donner le titre de conférencier, formateur, expert, se dit aussi réalisateur, après avoir réalisé un DVD à la gloire de Raek Hammer et de la médecine nouvelle germanique. S'il s'est affublé d'un tas de titres, il n'en a en aucun cas un doctorat en médecine. Voilà donc Jean-Jacques Crèvecoeur et ses analyses sulfureuses sur les dangers de la vaccination, cautionnées par une chaîne de télévision publique. Les chroniqueurs qui s'intéressent au sujet sectaire s'engagent peu dans leur position. Il n'y a pas un seul magazine féminin qui ne cite Ayurveda comme cure d'amaigrissement, qui ne fasse allusion à l'homéopathie, à la psychogénéalogie ou autres théories du conflit chaque semaine. En télévision, un reportage, Mes deux seins, journal d'une guérison, réalisé par Marie Mandy, cinéaste belge, est un long métrage documentaire. Ce film illustre clairement le concept et dépeint un processus que cette femme a réalisé en complément des soins hospitaliers. Je sais seulement que les partisans de la biologie totale en font leur publicité. Un film belge réalisé pour France 2, la télévision belge et la télévision suisse. Il sera projeté en avant-première dans de nombreux centres hospitaliers dans ces trois pays.